Il fut un temps où le racisme n'avait pas honte. Il se disait tout haut, il s'écrivait noir sur blanc, on affirmait qu'un homme pouvait posséder un autre homme, que des êtres humains pouvaient être considérés comme inférieurs par nature, par leur sang, par leur couleur et par leur culture. On érigeait des lois, des frontières, des empires sur cette croyance toxique. Ce n'était pas une opinion, c'était un ordre du monde. Pendant des siècles, ce racisme-là s'est exprimé sans phare. Dans la colonisation, dans l'esclavage, dans les lois raciales, dans les textes scientifiques même qui tentaient de justifier l'injustifiable. Les hiérarchies raciales étaient assumées, les violences institutionnalisées. Il y avait ceux qui condamnaient, eux ceux qui obéissaient, ceux qui construisaient, eux ceux que l'on exploitait, ceux qui écrivaient l'histoire, eux ceux qui la racontaient. Et puis, peu à peu, la lumière s'est levée. Des voix se sont élevées, des luttes ont été menées dans les rues, dans les tribunaux, dans les livres, sur les chaînes de la télévision, sur les champs de bataille aussi. Et ce racisme qui était jadis une norme est devenu soudain une faute, un délit et une honte. Aujourd'hui en France, il est interdit par la loi de discriminer quelqu'un en raison de son origine, de sa couleur de peau et de sa religion. Officiellement, la République n'est pas raciste, elle est universaliste, aveugle aux différences. Et dans ses textes, dans ses principes, elle affirme que tous les citoyens sont égaux, sans distinction. Mais est-ce que cela suffit pour dire que le racisme a disparu pour autant? C'est là que le trouble commence. Car dans les faits, dans les expériences vécues, dans les silences, dans les regards, il y a encore autre chose. Quelque chose de plus subtil, de plus diffus, un malaise, une gêne, une suspicion parfois, et une fatigue aussi, qui est celle de devoir encore et toujours prouver qu'on est comme les autres, qu'on est légitime ou encore qu'on mérite sa place. Alors, avant qu'on plonge ensemble dans ce sujet dense et passionnant, si tu apprécies ce genre de contenu, si tu veux en voir davantage, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager autour de toi. Sur ce, installe-toi confortablement, car ce que l'on va explorer maintenant, ce n'est pas un débat d'idées, mais plutôt une réalité vécue par certains. La France est un état de droit, c'est un fait. Et ce que l'on appelle racisme institutionnalisé ne peut pas exister de façon officielle, au sens juridique. Il n'y a pas de loi raciste aujourd'hui en France. Et quand il y a des propos ou des actes discriminatoires, ils peuvent théoriquement être condamnés. C'est une avancée immense comparée à ce qu'a connu l'histoire. Mais alors, pourquoi ce sentiment chez tant de gens que quelque chose ne tourne pas rond? Pourquoi ce décalage entre le droit et la réalité? Pourquoi encore aujourd'hui tant d'inégalités liées à l'origine? Le racisme d'aujourd'hui ne prend plus toujours la forme d'une insulte frontale, il est souvent plus masqué. Il se glisse dans les choix de recrutement, dans les contrôles de police, dans les regards méfiants dans un ascenseur ou dans l'entrée d'une boîte de nuit. Il s'insinue dans le doute systématique, dans la surprise exagérée face à un CV atypique, dans l'exotisation d'un prénom ou encore la stigmatisation d'une tenue. C'est ce que l'on appelle le racisme diffus ou social. Celui qui ne s'affiche pas, mais qui s'infiltre et qui, à force, fatigue, use et blesse. Ce racisme-là est difficile à prouver. Il se vit souvent dans l'isolement et c'est peut-être pour ça qu'il est si dur à combattre. Parce qu'il se nourrit du flou, de l'ambiguïté, de la banalisation. Face à cela, un autre phénomène s'est développé et je pense que vous le connaissez. Et oui, il s'agit bien de la course à la victimisation. Chacun, chaque communauté, chaque groupe d'identification tend à se prétendre comme celui qui souffre le plus, celui qui est le plus discriminé, le plus incompris, et sur les réseaux sociaux, ça devient parfois une compétition des douleurs, une escalade du témoignage, une guerre des hashtags, à qui dénoncera le plus fort, à qui aura le plus de likes, le plus de vues et de la reconnaissance. Alors attention,
Il ne s'agit pas ici de nier la réalité des discriminations, car elles existent, elles sont documentées et elles sont vécues. Mais il est essentiel de garder une certaine lucidité, parce que parfois, dans cette frénésie à tout rapporter au racisme, on en vient à désigner comme raciste ce qui révèle simplement de la maladresse, de l'ignorance ou même d'un désaccord. Et c'est là que le relativisme s'invite. Il y a ceux qui disent ce n'est pas du racisme, c'est de la culture. D'autres rétorquent il faut bien nommer les choses. Et au milieu, beaucoup ne savent plus. Ils ont peur de mal parler, peur d'être accusés, peur d'en faire trop ou pas assez. Et ce flou est très dangereux car il empêche le débat. Il fige les positions, il transforme chaque échange en terrain miné. Alors, comment faire la part des choses? Comment dénoncer sans accuser? Comment écouter sans minimiser? Comment reconnaître le réel sans tomber dans la caricature? Peut-être qu'il faut commencer par une simple chose, se poser la question de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent et de ce que l'autre vit, sans hiérarchiser les douleurs, sans prétendre détenir la vérité, sans instrumentaliser les blessures également. Et puis peut-être qu'il faut poser une autre question. Est-ce que finalement le problème de la France, ce n'est pas tant le racisme que la xénophobie? Car la xénophobie, ce n'est pas seulement haïr l'étranger, c'est avoir peur de ceux qui ne nous ressemblent pas, de ceux qui viennent d'ailleurs, de ceux qui parlent autrement, mangent autrement, prient autrement et aiment autrement. Et cette peur-là, elle ne se règle pas avec une loi. Elle se travaille, elle se questionne et elle se déconstruit. Alors, si ce racisme ne se vit plus toujours à l'œil nu, comment se manifeste-t-il au quotidien? Dans quel espace s'infiltre-t-il? Et que peut-on faire concrètement pour l'enrayer? On pourrait croire que le racisme aujourd'hui ne s'exprime que dans les marges, dans les insultes d'un inconnu dans le métro, dans une vidéo TikTok malheureuse, dans les débordements d'un match de foot. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel, parce que le vrai danger, ce n'est pas ce qui est bruyant, c'est celui qui est silencieux, qui s'installe dans les habitudes, dans le processus, dans les insultes, sans même qu'on ne s'en rende compte. C'est ce qu'on appelle le racisme systémique. Il ne se repose pas forcément sur des intentions malveillantes, mais sur des mécanismes, des logiques et des résultats qui, mis bout à bout, finissent par exclure, marginaliser et discriminer. Les chiffres sont là, froids, impersonnels, mais têtus. Selon l'INSEE, à diplôme égal, un homme perçu comme nord-africain ou subsaharien a entre 25% et 40% de chances en moins d'obtenir un entretien d'embauche qu'un homme caucasien. Dans certaines régions, les écarts sont encore plus marqués. Dans l'accès au logement, les testings réalisés par SOS Racisme ou par la Drilka révèlent que les candidats aux noms perçus comme étrangers reçoivent 2 fois moins de réponses favorables que des candidats aux noms français. Dans un cas sur 3, ce sont les agences elles-mêmes qui trient les dossiers sur des critères discriminants, souvent informels, rarement écrits. Dans le domaine de la santé, bien qu'aucune étude exhaustive ne chiffre précisément ces écarts, plusieurs rapports, notamment du défenseur des droits, pointent des ressentis récurrents d'inégalité de traitement selon l'origine perçue. Des patients d'origine nord-africaine ou subsaharienne disent parfois bénéficier de moins de temps d'écoute ou de prescriptions jugées moins approfondies. Ces différences ne révèlent pas toujours d'un racisme explicite, mais plutôt de biais implicites, de stéréotypes intériorisés ou d'automatismes médicaux non questionnés. Et à force de répétition, ces écarts nourrissent un sentiment de marginalisation et de méfiance à l'égard du système de soins. Et dans les rues, les contrôles d'identité sont loin d'être aléatoires. Plusieurs enquêtes du défenseur des droits et d'organismes indépendants l'ont confirmé. Les jeunes hommes perçus comme subsahariens ou nord-africains sont significativement plus exposés aux contrôles de police, même en absence d'infraction ou de comportement suspect.
Ce surcontrôle n'est pas toujours quantifié de manière uniforme, mais les constats sont récurrents. Il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'un mécanisme systémique. Ces chiffres, on peut les réciter, les contester, les interpréter, mais derrière eux, il y a des vies, des parcours, des blessures minuscules et répétées, invisibles à l'œil nu, mais profondément ancrées. Ces situations n'ont pas toujours l'air graves, elles ne font pas la une des journaux, mais elles s'accumulent, elles fatiguent, elles abîment et parfois elles laissent place à un autre phénomène, ce qu'on appelle le racisme ordinaire. Vous savez, c'est celui qui se glisse dans les remarques sympas, dans les blagues de fin de repas, dans les compliments douteux, dans les généralités qui ne veulent pas faire du mal, mais qui enferment, qui réduisent et qui figent. Quand on te dit que tu es très articulé pour un Africain, que tu danses bien, forcément t'es antillais, que les Asiatiques sont tous bons en maths, que les musulmans sont forcément des Arabes et tous croyants, que les Juifs sont tous riches, que les Noirs sont cool mais très fainéants, que les Roms sont des voleurs, etc., etc. On croit parfois plaisanter, mais on perpétue des images, on reconduit des clichés. Et dans ce climat, une autre question émerge, plus récente, plus sensible, qui est celui du racisme anti-blanc. Sur les réseaux sociaux, dans certains quartiers et dans des témoignages isolés, des Français caucasiens disent eux aussi subir des remarques, des exclusions, des violences du simple fait de leur couleur de peau. Selon une enquête IFOP menée en 2020 pour CNews, 47% des Français estiment que le racisme anti-blanc existe en France et 16% des personnes perçues comme caucasiens disent avoir déjà subi au moins un acte raciste au cours de leur vie, selon l'enquête Théo menée par INID en 2008. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des expériences vécues, parfois banalisées, parfois niées, et même si certains discours tendent à relativiser ce type de racisme au nom d'une hiérarchie des oppressions, il est essentiel que cette réalité soit reconnue, entendue et condamnée au même titre que toutes les autres formes de haine. Oui, il peut y avoir des insultes, du rejet, de la violence, parfois de la part des personnes racisées envers des personnes caucasiennes, soit par ressentiment, par effet miroir, par reproduction de schémas ou par mépris social. Et cela mérite le même rejet, la même condamnation que toutes les autres formes de racisme, car le racisme, d'où qu'il vient, est toujours une atteinte à la dignité. Il n'y a pas de racisme acceptable, pas de racisme excusable et surtout pas de hiérarchie dans l'indignation. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi interroger ceux qui construisent ces visions du monde, ceux qui fabriquent dès l'enfance des images biaisées. Les études en psychologie sociale le montrent. Dès 3 ou 4 ans, les enfants expriment des préférences raciales. Non pas parce qu'ils sont naturellement racistes, mais parce qu'ils perçoivent ce que la société leur donne à voir. Dans les livres scolaires, pendant longtemps, les figures non caucasiennes étaient absentes ou secondaires. Et pourtant, l'histoire de France ne se résume pas à Versailles, Napoléon ou encore à De Gaulle. Elle compte aussi des Frantz Fanon, penseur martiniquais de la décolonisation, Aimé Césaire, poète et député qui dénonça le colonialisme comme barbarie, Félix Éboué, gouverneur de l'Afrique équatoriale française qui rallia la France libre dès 1940, ou encore Gaston Monnerville, président du Sénat sous la 4e République. Ces héros-là n'ont pas seulement existé, ils ont changé le cours de l'histoire. Et leur mémoire n'est pas une faveur, c'est un devoir. Les médias, eux aussi, ont leur part. Pendant longtemps, la diversité n'y avait pas sa place. En dehors du sport, bien évidemment, de la musique aussi, ou encore des faits divers. On y voyait rarement des experts, des économistes, des philosophes issus de l'immigration. Cela change, lentement, mais le retard reste visible. Et ces billets, on les intègre tous, même ceux qui les subissent. Alors, que faire de tout ça? Comment ne pas sombrer dans le fanatisme, dans la guerre des douleurs, dans la division? Peut-être
en commençant par reconnaître, par nommer, par écouter, et puis en agissant à notre échelle, dans notre façon de parler, de recruter, d'enseigner et de représenter. Parce que le racisme ne disparaît pas tout seul. Il ne suffira pas d'un tweet, ni d'un plan gouvernemental. Il faudra du temps, du courage, de la pédagogie, de la volonté et de la justice. Mais si l'on veut vraiment en finir avec les injustices, il va falloir ensemble changer le mécanisme. Et pour ça, il existe déjà des outils, des initiatives et des réponses. Changer les choses, ça commence souvent par un geste simple, par une question posée différemment, un regard retenu ou encore une phrase refoulée. Ce n'est pas spectaculaire, pas toujours visible, mais c'est là que ça se joue. Dans certaines écoles, en Seine-Saint-Denis par exemple, des enseignants prennent le temps de déconstruire les stéréotypes dès le plus jeune âge. On parle de racisme, de colonialisme, mais aussi de respect, de pluralité, d'histoire commune. Pas pour culpabiliser, pas pour diviser, mais pour comprendre, pour outiller les enfants face à ce qui les attendent, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils deviendront. Il y a aussi des projets comme Coexister, où des jeunes juifs, musulmans, chrétiens et athées vont ensemble témoigner dans les collèges et lycées. Ils ne sont pas là pour convaincre, juste pour raconter, pour montrer que l'autre n'est pas une menace, mais une richesse, que la différence ne fait pas peur quand on prend le temps de l'écouter. Dans les quartiers, des collectifs organisent des ateliers d'écriture, des spectacles de rue, des expositions. Ils donnent la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Et cette parole, loin d'être victimaire, est souvent puissante, poétique et lumineuse, parce qu'elle dit la vie, la complexité, l'envie d'appartenir sans devoir s'effacer. Tout cela existe. Ce n'est pas une utopie. C'est également loin d'être parfait, mais c'est réel. Et les institutions de leur côté ne sont pas totalement absentes. Le plan national contre le racisme et l'antisémitisme porté par la DRILCRA finance des centaines d'initiatives chaque année. Il forme des enseignants, soutient des associations et coordonne les efforts entre les ministères. Le défenseur des droits reçoit des milliers de réclamations chaque année. Il publie des rapports, alerte l'opinion, propose des réformes. Il n'a pas toujours les moyens d'agir en profondeur, mais il existe, il est là et parfois il fait vraiment bouger les lignes. Dans certaines municipalités, on expérimente des politiques de recrutement plus inclusives, des jumelages culturels, des festivals qui célèbrent la pluralité sans tomber dans le folklore. Des entreprises mettent en place des programmes de diversité, de mentorat, de lutte contre les discriminations, ce qui en soi sont de très bonnes initiatives. Parce qu'au fond, le problème n'est pas seulement juridique, il est narratif. Il tient à ce que l'on raconte, à qui l'on montre, à ce qu'on décide collectivement de considérer comme normal, comme français et comme légitime. Tant que les héros de l'école restent les mêmes depuis 50 ans, tant que les affiches des cinémas, les têtes d'affiches des débats télévisés, les voix qu'on entend à la radio ne reflètent pas la diversité réelle de la société, il y aura un écart, un vide et un soupçon. Il faut changer le récit, pas pour l'édulcorer, pas pour l'imposer, mais pour l'ouvrir. C'est en changeant le paysage mental qu'on change les comportements. Mais il y a un autre enjeu, plus intime, plus difficile à atteindre, celui du repli. Parce qu'à force de tension, de polémique et de crispation, certains finissent par se recroqueviller, par vivre entre eux, par ne plus croire en la possibilité de vivre ensemble. Et on les comprend. Quand on a été rejeté, humilié, discriminé, pourquoi chercher le dialogue? Pourquoi tendre la main? Pourquoi croire à la République quand la République semble vous avoir oublié? Mais le piège est là. Si chacun se replie sur sa communauté, sur son ressentiment, sur sa douleur, alors c'est le lien qui se brise. Et ce lien, justement, il faut le reconstruire. Non pas en gommant les différences, mais en les assumant, en les valorisant, en leur donnant leur place dans un cadre commun. Il ne s'agit pas d'imposer un modèle, ni de faire taire les colères.
Il s'agit d'imaginer une société où plusieurs mémoires peuvent coexister, où plusieurs histoires peuvent se croiser, ou encore plusieurs visages peuvent dire nous, sans avoir à choisir entre leurs racines et leur citoyenneté. Le vivre ensemble, ce n'est pas une photo de campagne, ce n'est pas une citation de mère sur un mur d'école, c'est un travail, un effort, une vigilance, une exigence et surtout c'est une responsabilité partagée. Le racisme a peut-être quitté les lois, mais il hante encore les regards, les silences, les automatismes. Il s'est glissé dans les interstices. Il se niche dans les attentes, dans les soupçons, dans les habitudes. Il n'y aura pas de baguette magique, pas de solution miracle, mais une direction, une intention et un cap. Reconnaître, réparer, représenter. Et peut-être qu'un jour, on ne parlera plus de tolérance parce qu'il n'y aura plus rien à tolérer, juste des gens à rencontrer. Et puis, il faut peut-être se poser une autre question. Est-ce que la France est vraiment un pays raciste? Ou est-ce qu'elle est en réalité profondément xénophobe comme je l'ai souligné tantôt? Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Le racisme suppose une hiérarchie entre les races. La xénophobie, elle, repose sur la peur de l'étranger, de l'inconnu et de ceux qui ne nous ressemblent pas. Et peut-être qu'à bien y regarder, ce n'est pas tant la couleur de peau qui gêne que les codes culturels différents, les prénoms inhabituels, les costumes perçus comme menaçants. Il ne s'agit pas d'excuser, mais de comprendre le fond du malaise. D'autant plus que si l'on compare, certains pays, y compris en Europe ou en Afrique, affichent des formes de racisme bien plus assumées, plus brutales, plus systématiques encore. L'Italie par exemple, qui est notre voisin, avec certaines dérives politiques, ou certains pays du Maghreb où les migrants subsahariens subissent un rejet ouvert, ou même des régions d'Afrique subsaharienne où l'ethnie, la langue ou encore la couleur de peau déclenchent des violences profondes. Cela ne rend pas la France exemplaire, mais cela invite peut-être à nuancer, à ne pas tout mettre sur le même plan, à faire la différence entre un pays imparfait et un pays fermé. À toi de répondre dans les commentaires. Et si la vidéo t'a parlé, pense à t'abonner, à la liker et à la partager autour de toi. Car c'est ainsi qu'on brise le silence, c'est ainsi qu'on ouvre les portes des possibles. Merci à vous pour votre soutien. Sur ce, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, surtout à celles et ceux qui marchent entre les mondes, sans jamais cesser d'espérer.